Bien, messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce conseil municipal. Comme traditionnellement, quelques petits mots d'avant-conseil. Parce que, mine de rien, dans cette configuration de conseil municipal, nous ne sommes pas vus depuis le 27 juin dernier, si ma mémoire est bonne. Donc, après l'été, 2 mots pour dire que la rentrée sur Blanquefort s'est bien passée, dans un climat certainement différent de celui des autres années, que ce soit à Blanquefort ou ailleurs, puisque vous savez tous que depuis ce qui s'est passé cet été en France, les consignes de sécurité ont été particulièrement renforcées. Malgré tout, cette rentrée s'est quand même passée dans les meilleurs moments possibles. Nous avons tous nos enseignants, tous nos animateurs, les classes sont comme il faut, etc., etc. Depuis la rentrée, traditionnellement également au mois de septembre, beaucoup de choses se sont passées sur la ville. Je veux parler bien évidemment de la marmite aux assauts qui a fait le plein. Je veux parler de cette magnifique journée qui a été l'inauguration de la vacherie, qui a fait véritablement le plein, puisque beaucoup de personnes de Blanquefort et d'ailleurs ensuite dans l'après-midi se sont déplacées pour venir voir ce bâtiment et goûter le fromage de Monsieur Sarès, qui continue à vendre son fromage les mercredis, samedis et dimanches, si cela vous intéresse. Derrière, bien évidemment, les journées du patrimoine, et puis un petit point très rapide sur l'actualité très récente, c'est-à-dire de cette semaine, en ce qui concerne le collectif Cherby. 2 mots donc d'historique. Collectif Cherby est constitué d'un certain nombre de personnes, je ne peux pas vous donner le nombre parce que je ne le connais pas, qui, il y a maintenant 1 an, s'est installé dans une maison située 79 rue de Linas, qui est une maison qui appartient au conseil régional. Donc ils s'y sont installés avec plusieurs objectifs, et parmi ces objectifs, il y avait des questions d'alimentation et une question de logement. Avec eux ont donc vécu plusieurs familles qui étaient sans logement, d'origine étrangère le plus souvent, mais pas tout le temps, et qui ont donc vécu là. Le propriétaire de ce logement, donc le conseil régional, a fait un référé auprès du tribunal administratif. Le tribunal administratif, en octobre 2015, a demandé l'expulsion de ce lieu, étant donné que ce lieu était occupé de manière illégale. Donc l'arrêté d'expulsion par le tribunal est maintenant relativement ancien, et c'est mardi dernier que, sur l'ordre de la préfecture, les forces de gendarmerie ont procédé à l'expulsion du 79 rue de Linas. Toutes les personnes, les familles dont je parlais, qui étaient des familles sans logement, ont vu un hébergement qui leur a été proposé, un hébergement temporaire, qui ont été relogés toutes le soir même, sauf une famille qui n'a pas souhaité prendre ce relogement et qui ne l'a toujours pas souhaité depuis. Des nouvelles que j'ai de la préfecture, parce que vous comprenez bien que c'est parfois un petit peu compliqué, des nouvelles que j'ai de la préfecture, donc toutes les personnes qui étaient en logement temporaire, y sont toujours à l'heure où je vous parle, et les enfants qui avaient été scolarisés sur la commune, puisque toute demande de scolarisation qui avait été faite à la commune avait été acceptée, et ce conformément à la loi, et les enfants ont été rescolarisés dans les 48 heures, donc jeudi ou vendredi dernier, à proximité de l'endroit où les familles étaient hébergées. Vous avez peut-être dû remarquer, ou si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous vivez sur notre planète, vous avez peut-être effectivement remarqué qu'il y a à l'heure actuelle, à l'entrée du château d'Illon, c'est pas compliqué, c'est sur la petite butte où il y a le nom, donc des personnes du collectif qui sont toujours situées sur cet endroit. C'est un terrain qui appartient au château d'Illon, et donc, puisque ça appartient au château d'Illon, c'est un terrain qui appartient à la région encore aujourd'hui. Donc voilà un petit peu où on en est. Sachez que moi j'ai reçu le collectif Cherby à chaque fois qu'ils me l'ont demandé, et la semaine dernière aussi. Voilà donc les informations que je peux communiquer, que je connais à l'heure actuelle sur ce qui se passe sur cette situation.
Ça n'a pas été une journée facile. C'est une journée facile pour personne. Une expulsion, c'est forcément quelque chose qui est violent. C'est tout à fait évident. C'est tout à fait aussi évident que dans un état de droit, il y a effectivement des règles à faire respecter. Je comprends effectivement que ces règles soient respectées. Il y a une chose en tout cas que je salue, c'est que si la préfecture a mis du temps à appliquer la décision du tribunal, ce sur quoi on pouvait quand même un petit peu s'opposer à un certain nombre de questions, c'est aussi parce qu'il y a eu une volonté de monsieur le préfet de n'ordonner l'expulsion que lorsqu'il était certain qu'il y aurait un relogement des familles qui avaient été donc hébergées par le collectif sur ce lieu, et ce qui a été fait le soir même. Donc on applique l'état de droit, mais on peut aussi l'appliquer de manière humaine et intelligente, et pour cela je salue effectivement ce qui a été fait à ce sujet. Voilà les quelques mots que je souhaitais dire en introduction. Je n'ai pas tout dit sur ce qui s'est passé sur tout l'été, qui s'est très bien passé à Blanquefort, mais parce que sinon il faudrait que de l'introduction et pas du conseil municipal. Donc il est quand même temps maintenant de rentrer dans le conseil municipal. Je vais nommer un secrétaire de séance. Je vais demander à madame Nathalie Gauthier de bien vouloir assurer cette fonction, et de noter les pouvoirs de madame Mélanie Bénard à madame Isabelle Maillet, de monsieur Bruno Faregno à monsieur Jean-Marie Deluche, de monsieur Gilles Pénel à monsieur Jacques Pady, de madame Virginie Jouve à moi-même, et de monsieur Jean-Claude Marceau à madame Sylvie César Brunet. Je vous remercie. Et donc, avec l'ordre du jour, nous avons tout d'abord l'adoption du dernier compte-rendu du conseil municipal, celui du 27 juin qui vous a été communiqué. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations à ce sujet ? Par de remarques particulières, je peux donc le considérer comme étant adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de commencer l'ordre du jour, on a effectivement, comme c'est d'abord légal, récurrent et à mon avis absolument indispensable, des rapports d'activité sur des personnes qui sont nos partenaires. Je pense bien évidemment au Carré Colonne et en premier au CCAS, qui n'est pas un partenaire, même si officiellement c'est un établissement public indépendant, mais qui fait partie intégrante de nos services. Madame Guyonneau, vous avez la parole. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais essayer, j'ai tenu compte des remarques qui m'avaient été faites l'année dernière, je vais essayer d'être synthétique. Et comme il ne vous a pas échappé, le rapport d'activité du CCS est passé de 65 à 30 pages, ce qui est quand même, je pense, un effort conséquent. Donc, je vais essayer de suivre la même ligne. J'ai choisi de vous présenter les services de manière très, très synthétique, avec quelques chiffres, et en y adossant une action qui me paraît emblématique du service. Je vais commencer par l'accueil. L'accueil du CCAS donc, se décompose en deux parties, l'accueil physique et l'accueil téléphonique. En 2015, donc, l'accueil physique a reçu 7040 personnes. L'accueil téléphonique, 5080. Donc, à l'accueil physique ou à l'accueil téléphonique, les agents d'accueil qui sont formés réalisent une primo-évaluation et orientent ensuite les personnes en fonction de la demande qui a été faite. Je crois que cette évolution donc, de la fréquentation du CCAS est le signe que c'est un lieu qui est de mieux en mieux repéré par les Blanquefortais, toute catégorie sociale et tout âge confondu. Nous avons eu, par exemple, pour l'accueil physique, 1860 interventions de demandes d'intervention et 1300 passages pour les cartes de bus. C'est un petit détail, mais c'est quelque chose qui est important et ça concerne toutes les générations. Sur l'accueil téléphonique, vous vous en doutez, ce sont les seniors qui appellent le plus, et il y a aussi une grande part qui est dédiée au logement. Le CCS, pour information, est composé de 41 agents qui sont tous donc au service de la collectivité. À la page suivante, donc, nous voyons donc le pôle social avec une assistante sociale dédiée à la santé et au handicap. Pour certains, les parcours de vie sont problématiques, avec des problèmes de santé ou de handicap, reconnus ou pas. C'est vrai que cette année, nous avons constaté une récurrence et une persistance des problèmes liés à l'addiction, et ça a été un petit peu notre thématique de l'année. Donc vous voyez effectivement sur les schémas que le domaine du handicap a augmenté un petit peu sur l'année 2015 par rapport à l'année 2014. Les problèmes de santé sont à peu près identiques et le maintien à domicile, lui, a diminué.
C'est un lieu où la parole peut s'exprimer et je pense que en particulier dans le domaine de la santé, du handicap et encore mieux de l'addiction, cette parole, elle peut être entendue, elle peut être écoutée de manière confidentielle et efficace. L'action qui nous a paru la plus importante, c'est le cultiver ensemble. La mairie nous a proposé des parcelles sur les jardins familiaux et a demandé au CCAS de monter une action collective. Cette action collective a été montée avec la passerelle. L'idée, c'était d'encourager d'abord de manger naturellement, à coût réduit, de valoriser les savoir-faire et les savoir-être. Et nous avons eu le plaisir, dans le courant de l'année, de voir l'association l'ADAPI nous rejoindre dans cette expérience qui est donc toujours en cours et qui est, je trouve, assez intéressante. Même si cet été, c'est un petit peu compliqué du fait de la chaleur. Le pôle social, c'est aussi un accompagnement pour les personnes titulaires bénéficiaires du revenu de solidarité active. Cette année, 33 personnes étaient suivies au 1er janvier 2015 et 31 au 31 décembre 2015. 55% des personnes suivies sont situées entre 50 et 64 ans, ce qui met en exergue la difficulté pour les seniors de retrouver du travail. Je vous rappelle que le RSA, il y a deux types de RSA, le RSA activité et le RSA socle. Le RSA avec activité peut concerner des gens qui sont en activité mais qui ont des revenus insuffisants. Ensuite, la deuxième tranche d'âge représentée, c'est les 40-49 ans et ensuite les 26-39 ans. C'est une assistante sociale donc qui accompagne ces publics-là. L'accompagnement social pour les personnes âgées retraitées, 35 nouvelles situations ont été accueillies dans le cadre du service social. Ce sont donc des personnes qui sont soit isolées, soit des personnes qui nous sont signalées par des tiers. En majorité, vous vous en doutez, des femmes, dans une tranche d'âge de 66 à 85 ans. Les sujets principaux, ce sont, alors pour les personnes âgées, d'abord la santé et le handicap, ensuite les problèmes de logement, ensuite des problèmes administratifs et juridiques, les mises sous protection en particulier dans le cadre des situations de vulnérabilité. Le pôle logement. Le pôle logement, c'est un de nos fleurons au CCAS. Le pôle logement traite un certain nombre de domaines. J'ai mis le focus sur trois domaines. D'abord, vous dire que 209 foyers ont été accompagnés sur l'année, en particulier donc des cellules monoparentales ou des personnes seules liées à ce qu'on appelle le desserrement des ménages. Le desserrement des ménages, c'est le départ des enfants, le veuvage, les divorces, la recomposition familiale. Donc dans ce cadre-là, effectivement, la majorité des demandes est suivie par le service logement pour essayer de répondre au mieux aux demandes qui nous sont faites, souvent dans l'urgence quand il s'agit de séparation. La domiciliation est en baisse pour l'année 2015, 51 domiciliations nous ont été demandées. À ce sujet, je vous précise que la loi a évolué dans le cadre des domiciliations et que toutes les villes, tous les CCAS sont tenus de faire des domiciliations, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Le logement temporaire a accueilli l'année dernière 2 familles et nous avons choisi de mettre en exergue une action qui a été menée par le pôle logement à la suite de l'analyse des besoins sociaux sur le logement, qui est la rencontre interbailleurs sur les mutations. Les bailleurs de la commune n'ont pas forcément réponse à toutes les demandes de mutation qui leur sont adressées, mais jusqu'à présent ne travaillaient pas avec les autres organismes. L'idée, ça a été de faire rencontrer donc tous les bailleurs sociaux. Ils ont tous répondu favorablement et nous avons réussi à solutionner 37 situations, ce qui est quand même relativement important pour l'année 2015. Le pôle senior, j'ai choisi de vous parler du restaurant donc, de Corbeil. En 2015, 11 871 repas ont été servis, contre 11 566 en 2014 et nous étions à 9 370 en 2010. Vous voyez que c'est une croissance permanente par rapport à ce type de service, donc ça répond vraiment à un besoin des seniors de la commune.
Alors, à la fois parce que le repas y est fort peu coûteux, mais aussi parce que ça permet de maintenir du lien social et de se rencontrer. Et à ces fins-là, nous avons mis en place un transport gratuit. Et au mois d'août donc 2015, 178 personnes faisaient appel au transport pour le restaurant de Corbeil. Alors c'est bien de manger ensemble, mais c'est aussi bien de le faire en bonne intelligence. Donc nous avons travaillé toute l'année 2015 sur une charte du bien manger ensemble au restaurant de Corbeil, qui a donc réuni à peu près 35 personnes, de 16 à 35 personnes par session. Alors, sur des choses très, très pratiques, la réservation et la facturation, puisque la facturation maintenant est une facturation directe par le fermier qui sert les repas, l'organisation pendant le service, l'animation, la convivialité, le transport, tous ces sujets ont été abordés et ont abouti à une charte qui a été signée dans le courant de l'année 2016 par tous les bénéficiaires du restaurant de Corbeil en présence de Madame le maire. Et depuis, je trouve que l'atmosphère au restaurant de Corbeil s'est largement améliorée. Pour terminer, le service pour l'emploi. Alors, je vous parlerai, dans le cadre du service pour l'emploi, de la pérennisation de l'atelier de cuisine nomade. Nous en avons parlé lors des derniers conseils municipaux. C'est donc une couveuse d'entreprise qui va accompagner les créateurs d'emplois dans le cadre de restauration rapide et de qualité. 3 lieux ont été retenus, vous vous en souvenez certainement. Le restaurant d'application de la rue de la République, Hôtelia et le bus que nous allons aménager. Vous avez aussi, vous vous souvenez certainement de la 2e édition de Toc de rue, ce sont les anciens stagiaires de l'atelier de cuisine nomade qui se sont retrouvés dans le cadre donc d'une journée au parc de Fontgravé, avec un certain nombre de concours de cuisine, de réalisation d'ateliers qui ont été menés par à la fois l'atelier de cuisine nomade rue de la République, mais le lycée Saint-Michel à l'époque, les apprentis d'Auteuil qui étaient donc des partenaires de cette opération, et ceci a eu un franc succès. Nous allons tenter donc de renouveler cette expérience dans le courant du printemps 2017. Le plan local d'insertion et d'emploi, le PLI, donc, est aussi une des composantes du service emploi. Il vise à un accompagnement renforcé pour des demandeurs d'emploi blanquefortais vers un emploi durable. Il est porté par le CCAS. En 2015, 40 personnes ont intégré ce dispositif et 100 personnes ont été suivies, dont 70% de femmes, 41% de personnes au RSA, donc 24 femmes, et 59% sont des demandeurs d'emploi de plus de 12 mois. L'accent a été mis aussi sur les demandeurs d'emploi seniors. On devient vite senior dans le domaine de l'emploi, puisqu'à partir de 45 ans, je suis désolée de l'apprendre à ceux qui ne le savaient pas, nous sommes seniors. Et c'est vrai qu'un retour à l'emploi dans ce cadre-là est souvent complexe. Des projets transverses dans le cadre donc de l'emploi, les petits-déj de l'entreprise auxquels certains d'entre vous ont assisté. Le principe est donc de proposer des rencontres ici même dans cette salle du conseil municipal tôt le matin pour les entreprises et les institutions qui concernent le domaine de l'emploi, Pôle emploi, la DSI et la mission locale Techno-Ouest. Donc c'est vrai que ces petits déjeuners de l'emploi ont eu pas mal de succès puisque 25 entreprises étaient présentes lors du dernier. Le prochain aura lieu le 11 octobre sur le thème donc du recrutement et donc les entreprises ont d'ores et déjà été invitées. Voilà. Vous voyez que j'ai été rapide. Je voulais, en votre nom à tous, j'espère que vous appréciez la synthèse, je voudrais, en votre nom à tous, remercier l'équipe du CCAS pour son implication et son professionnalisme dans la prise en charge de tous les blanquefortais. Je vous remercie. Merci beaucoup Brigitte et on s'associe bien évidemment aux remerciements vers les équipes du CCAS. Je fais effectivement référence au fait que pour une ville de 15 500 habitants, nous avons fait un choix de professionnalisation qui est assez intéressant. Et puis tant qu'à remercier, je voudrais également remercier tous les élus du conseil d'administration du CCAS parce qu'on a ici une présentation de plein de projets qui sont mis en œuvre et développés bien évidemment avec les élus. Alors vous savez qu'un rapport n'appelle pas au vote, mais c'est pas parce qu'on ne vote pas qu'on n'a pas le droit de débattre, faire des remarques ou poser des questions. Est-ce qu'il y a donc des personnes qui souhaitent intervenir à ce sujet? Pas d'intervention particulière?
Alors, Madame Guyonneau peut faire une intervention particulière. Non, ce n'est pas une intervention particulière. Alors, je ne maltraite pas les administrateurs du CCAS, mais c'est vrai qu'ils sont présents et ils sont fidèles au poste. Donc, effectivement, c'est important de les remercier. Et je voulais dire que je tiens à la disposition de ceux que la lecture sur écran fatigue quelques exemplaires du rapport d'activité in extenso. Voilà. Merci. Nous allons donc passer au rapport d'activité suivant. Nous allons passer de la solidarité à la culture, mais les deux sont intimement liés. La parole est à Michel Brett. Alors, c'est un rapport aussi que l'on retrouve tous les ans, rapport d'activité de l'établissement public de coopération culturelle entre la ville de Saint-Médard et la ville de Blanquefort. Ce rapport a été présenté au dernier conseil d'administration. Il a été voté à l'unanimité, c'était le 7 juillet dernier. Un rapport très complet, peut-être pas aussi succinct que celui du CCAS, mais c'est un rapport de plus de 50 pages, donc vous avez eu l'occasion de découvrir. Je vais aussi, comme Brigitte, le faire de manière assez succincte et aller sur les points qui me paraissent importants, je ne dis pas essentiels, mais importants à mon regard. Donc dans ce document, vous avez tout ce que le carré colonne développe au fil des jours sur nos deux communes. Vous avez un certain nombre de statistiques, de bilans, de tableaux sur tout ce qui s'est fait en 2015. Donc c'est un rapport qui date aujourd'hui. On est en octobre quasiment 2016. Et là, on parle de l'année 2015. Donc vous avez en page 4 l'ensemble de l'activité développée par l'établissement sur Saint-Médard et sur Blanquefort. Vous avez un petit peu après un bilan de l'échappée belle 2015 aussi, qui était plutôt une bonne édition, avec plus de 11 000 entrées. Cette édition 2015 avait pour particularité, il y a eu quelques changements, notamment le passage de 6 à 5 jours de programmation à cause de la réforme des rythmes scolaires et du mercredi. Et la clôture a eu lieu également, l'inauguration du festival, le mercredi à Majolan, qui avait été un énorme succès. J'ai aussi peut-être insisté sur des parties la partie un peu cachée du travail fait par les collègues du Carré Colonne en termes de création. C'est vrai qu'on parle beaucoup des spectacles et vous avez certainement reçu la nouvelle programmation 2016-2017, mais on évoque moins tout ce qui est fait en souterrain en termes de création, d'aide à la création de spectacles vivants, notamment avec une compagnie qui est résidente à Blanquefort qui s'appelle La Petite Fabrique. Insister également peut-être sur tout ce qui se fait en termes de médiation, d'action culturelle vis-à-vis des établissements scolaires, que ce soit les collèges de nos deux communes et les lycées. Il y a vraiment un énorme travail qui est fait pour sensibiliser le public scolaire à l'éveil artistique et culturel. Vous avez dans les pages suivantes l'ensemble des établissements et des actions qui ont été concernés en 2015. Voilà ce qu'on peut dire très très succinctement sur cette année 2015. Peut-être en termes d'actualité sur l'année qui démarre, sur la saison qui démarre 2016-2017, on en est aujourd'hui à plus de 1000 abonnés, ce qui est plutôt bien pour un début de saison. 10 000 places ont été vendues sur la saison 16-2017. Aujourd'hui, l'équipe travaille sur la programmation du festival 2017, qui devra être bouclé dès le mois de décembre prochain. À signaler que plusieurs spectacles vont avoir lieu cette année à la Vacherie. Donc je vous invite bien sûr à y aller. Dire un mot sur l'inauguration du nouveau festival des arts de Bordeaux. C'est un festival qui a fusionné entre un festival qui était à l'origine à Saint-Médard, qui s'appelait Des souris et des hommes. Ce festival n'existe plus. Les villes de Saint-Médard et de Bordeaux se sont réunies en créant un nouveau festival qui va être inauguré ce samedi à Saint-Médard. C'est le FAB. Voilà, vous avez dû recevoir aussi cette plaquette qui détaille tout ce qui va se passer dans le cadre de ce festival. Dire un mot peut-être d'actualité sur le cinéma. Vous avez dû ou pas dû, mais je ne sais pas si vous avez eu l'information, donc je la reprécise. Il y a eu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement cinématographique en date du 17 août dernier, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois. Décision favorable pour développer le complexe du Pion-Médoc qui passerait de 6 salles à 10 salles.
Suite à cette décision, la ville de Blanquefort a pris l'initiative de déposer un recours gracieux auprès de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Ce recours gracieux vient d'être signé par 4 autres collectivités locales, que sont les villes de l'Espar, Pauillac, Ézines, Saint-Médard et bien sûr Blanquefort. Donc le courrier a été signé par les 5 maires, partis aujourd'hui à la Commission nationale pour déposer un recours gracieux auprès de cette décision que nous trouvons, nous, injuste, parce qu'elle va mettre encore plus en difficulté notre cinéma, mais également le cinéma de Saint-Médard, le cinéma d'Ézines, à moindre peut-être échelle le cinéma de Pauillac et de l'Espar. Mais ces 5 villes ont souhaité travailler avec nous parce qu'elles ont dans leur ville des cinémas de proximité. Préciser également que le rapport tel qu'il est aujourd'hui ne sera plus présenté par l'établissement public dans les années suivantes. C'est toujours compliqué pour eux de faire un bilan sur une année qui est quand même loin dans le temps. Donc ils nous proposent, et ça a été validé par le CA, de travailler sur des années civiles, même si le budget restera en année civile, pardon, ça sera en année par saison. Donc le prochain rapport que je vous présenterai au nom de l'EPCC sera de septembre à septembre, et non plus de janvier à décembre, même si le budget, pour raison de l'égalité, continuera à être présenté en année civile. Voilà, et puis juste pour conclure, vous inviter, tout à l'heure je parlais des spectacles qui vont avoir lieu à la Vacherie. Le prochain spectacle, il va être du 14 au 20 octobre, donc n'hésitez pas à y aller. C'est une compagnie de Bologne, une compagnie italienne qui était déjà venue chez nous il y a 2 ans, donc ça s'appelle Tout ce que je sais du blé. Ça va être un beau spectacle, parce qu'il y aura également une partie dégustation. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à venir avec nous du 14 au 20 octobre. J'en profite moi aussi, pour que cela ait été fait pour le CCS, à remercier les élus présents aux différents CA, Valérie, Mathias, Sylvie, Madame le maire bien sûr, et moi-même, vous remercier de votre présence et de votre participation à ce CA. Voilà, merci. Merci Michel merci Michel sur toutes ces informations. Donc c'est vrai que les rapports d'activité en année civile d'il y a 1 an montrent quand même parfois un certain nombre de difficultés à s'y retrouver. Peut-être attirer votre attention sur un point qui me paraît important dans l'évolution artistique du carré colonne, toujours nécessaire pour s'adapter aux spectateurs. C'est depuis cette période-là que l'on développe ce que l'on appelle les séries. Ce que l'on appelle les séries, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a maintenant 2-3 ans, quand un spectacle était joué, il était joué 2 fois, 3 fois, et puis c'était quelque chose qui s'arrêtait. Avec les spectateurs, il y a toujours un travail qui est fait. C'était quelque chose qui pouvait être relativement frustrant, donc le développement des séries est quelque chose qui fonctionne bien. Et il y avait peut-être un chiffre, effectivement, tu en as parlé Michel, il y a un chiffre qui m'interpelle particulièrement de manière très intéressante, c'est sur les scolaires. 31% des spectateurs se déplacent dans le cadre d'une sortie scolaire. Donc la demande qui avait été faite par les élus du conseil d'administration de renforcer les liens entre ce spectacle vivant de proximité et les établissements scolaires de Blanquefort, de Saint-Médard, mais aussi, enfin, immédiatement, c'est quelque chose effectivement qui fonctionne bien. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Michel, effectivement, sur l'actualité récente sur le cinéma, nous avons voulu faire ce recours gracieux parce que nous paraissait important d'affirmer politiquement notre attachement au cinéma de proximité, et que dans l'extension qui est prévue, ce qui a été présenté à la CDAC du mois d'août du multiplex, il y a 2 choses. Il y a, comme l'a dit Michel, l'extension du nombre de salles, passage de 6 à 10 salles, mais en plus, ils justifient leur demande d'extension de salles par le fait de faire de l'art et essai. Comprenez un petit peu par rapport à notre politique cinématographique, effectivement, quelle est effectivement cette difficulté là-dessus. Alors c'est pas parce, alors attention, c'est pas parce qu'ils le disent en CDAC qu'une fois qu'ils seront effectivement passés à 10 salles, qu'ils le feront de manière effective. Voilà, il y a aussi cet élément-là, mais à partir du moment où effectivement ça a été dit,
On est sur une concurrence entre du cinéma commercial que je respecte, il en faut, j'ai pas de problème là-dessus, mais également du cinéma de proximité qui propose autre chose et qu'il faudrait aussi respecter, de manière à ce que les deux puissent cohabiter, d'où notre recours. On verra bien ce que ça donne et bien évidemment on vous tiendra au courant. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir? Mathias, peut-être non? Bien, donc fin de ce rapport d'activité. Encore merci Michel pour cette présentation. Première délibération. J'annonce donc que Monsieur Louis Garnier, pour des raisons professionnelles, a souhaité démissionner du conseil municipal. C'est quelque chose que l'on peut bien évidemment comprendre. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir et d'installer officiellement Monsieur Louis Vergniaud en tant que conseiller municipal. Monsieur Louis Vergniaud, bienvenue. Voilà, vous voyez, la première délibération est effectivement très très simple. Ah, monsieur, vous voulez la parole, Monsieur Vergniaud? Je vous passe la parole, Monsieur Vergniaud. Alors, bonsoir Madame le maire et bonsoir mes chers collègues. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous et me faire l'honneur de participer à la vie de Blanquefort. Pour ma part, je suis Blanquefortais, ou plus exactement Pays-Boisin. Je suis né à Pays-Bois il y a 70 ans, à l'époque où Blanquefort ne comptait que 3000 habitants, que Pays-Bois avait tout juste une vingtaine de foyers. Bon, aujourd'hui, je suis très heureux de faire partie de ce Blanquefort, qui est une ville intégrée dans Bordeaux Métropole, jouissant d'un prestige international, tant par le biais de ces entreprises qui y sont installées, et en particulier par le biais du lycée agricole et du Château d'Illon. Petite parenthèse, je rappelle que l'école d'agriculture a été créée durant les années 20 par M. Laurent Grimal, qui fait partie de notre famille. Merci. Merci Monsieur Vergniaud, et donc bienvenue. Et donc pour vous accueillir, il y a effectivement un certain nombre de décisions à prendre suite à votre installation, notamment sur un certain nombre de désignations. Pour cela, je passe la parole à Madame César Brunet. Excusez-moi, une demande. Pardon, excusez-moi, Madame Duro, je n'avais pas vu que vous demandiez la parole, je vous en prie. Oui, je voulais juste faire un petit commentaire à propos de Louis Garnier, et je lui souhaite une belle réussite professionnelle. Et je dois dire quelque chose à propos de Louis, c'est que nous avons été des compagnons de route en 2014. Et je tiens à dire que c'est vraiment un homme intègre et un homme très respectueux des personnes qui n'en portent pas les mêmes convictions que lui. Et si je le signale aujourd'hui, c'est que c'est rare en politique. Et voilà, je voulais lui rendre hommage. Hommage vivant, bien entendu. À l'âge qu'il a, j'espère quand même. Merci Madame Duro. Monsieur Sibrac. Oui, Madame le maire, chers collègues, bonsoir. Alors, effectivement, au nom de Blanquefort au cœur, je souhaite, et au nom de Louis Garnier, je souhaite vous dire qu'il vous salue. Il ne peut pas être là ce soir et il a aimé et apprécié faire cette expérience municipale. Et au-delà de Louis, Louis s'en va, un autre Louis le remplace, pas le même profil, pas les mêmes situations professionnelles, et nous sommes ravis d'accueillir Louis, mais je voudrais quand même aborder un sujet, et je suis certain, Madame le maire, que nous le partagerons. Le départ de Louis Garnier n'est pas une question de découragement ou d'en avoir marre, etc. Au contraire, c'est simplement une obligation professionnelle. Louis avait déjà des déplacements réguliers dans son poste précédent, et là, cette fois-ci, il est absent toute la semaine. C'est regrettable parce que je pense que ça empêche pas mal de personnes qui voudraient s'investir dans la vie locale, et il y en a besoin, quels que soient les idéaux et quelles que soient nos sensibilités. Et je voulais pour cela rendre hommage à Louis. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Sibrac. Vous avez raison, et je vous suis entièrement, de souligner toute la... À une heure où, quand on parle des hommes et des femmes politiques en France, on a tendance à dire des choses négatives sur les politiques. Rappelez qu'il y a 36 000 communes en France. Rappelez qu'il y a 36 000 conseils municipaux, avec...
Je n'ai pas le nombre de conseillers municipaux, mais vous ferez la multiplication vous-même. Donc avec un grand nombre de personnes qui ont décidé de s'investir, c'est un engagement citoyen. Et à partir du moment où on n'est pas à un âge de la retraite, nous avons tous et toutes une activité professionnelle, et que mêler les deux, c'est un véritable engagement. Et ça prend du temps. On ne fait pas ça forcément pour la gloire, parce que sinon je pense qu'on pourrait trouver autre chose pour la gloire, ni effectivement pour le temps qu'on y gagne. Et rappelez que les hommes et les femmes politiques ne tombent pas du ciel, mais que ce sont bien des gens qui, à un moment donné, décident de s'engager, que pour cela... Enfin, là, pour avoir un long débat sur la question du statut de l'élu, je suis sûr qu'on aurait une unanimité totale autour de cette table, mais comme c'est pas ici qu'on peut le faire... On va quand même s'occuper effectivement, Monsieur Vergnaud, de pouvoir vous installer dans les différentes commissions. La parole est à Madame César Brunet. Donc, pour cela, il est donc proposé à Monsieur Louis Vergnaud, je pense même qu'il a accepté, de siéger donc dans 2 commissions, la commission d'appel d'offres et la commission consultative des services publics locaux, autrement appelée la CCSPL. Donc on a cette première délibération. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? S'il n'y a pas de remarques, je la mets aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, Madame César Brunet. Donc, conformément au statut du CIVOM, il y a donc là aussi un poste qui est donc proposé. Est-ce qu'il y a donc des candidats? Parce que ça doit normalement se faire au scrutin. Donc, est-ce qu'il y a un candidat pour le CIVOM? C'est le moment. C'est le moment. Donc, Monsieur Vergnaud, levant la main, Monsieur Vergnaud est candidat. Le seul candidat. Donc, j'ai un candidat pour le CIVOM. Oui, ça veut dire que ceux qui étaient au CIVOM avant ne le sont plus. Non, c'est dans le cadre des remplacements que nous devons repérer suite à la démission de... Merci. C'est parce que Monsieur Louis Garnier est siégé. Oui, d'accord. Voilà, donc en tant que suppléant. Voilà. Donc, pour l'élection de Monsieur Louis Vergnaud, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Monsieur Vergnaud est élu à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit, tiens, c'est courant à cette époque, d'une décision modificative budgétaire. La parole est à Madame César Brunet. Donc je me permets seulement de rappeler quel est l'objet d'une DM, c'est donc de venir ajuster les prévisions budgétaires qui donc étaient faites au BP, au budget primitif. Nous constatons sur cette DM que la section de fonctionnement s'équilibre à 0 €, que ce soit en dépenses ou en recettes, et que la section d'investissement indique des dépenses supplémentaires évaluées à hauteur de 143 930 € et 1 centime. Sans vous proposer une liste exhaustive, je me permettrai quand même de relever que, à travers cela, il y a donc 80 000 € qui nous permettent d'ajuster les crédits de paiement concernant la vacherie. En effet, les travaux sur 2016 se sont faits plus vite que prévu, et nous pouvons d'ailleurs à cette occasion remercier les services d'avoir travaillé si efficacement. Et donc il nous restera à solder les fins de marché en 2007. Je précise que le coût de l'opération vacherie reste inchangé. Le coût de l'autorisation de programme est toujours la même, mais seulement les crédits de paiement que nous avions prévus sur 2016 ont été dépassés et nous devons pour cela abonder 80 000 €. Il restera donc un solde sur 2017. Il y a donc aussi d'autres dépenses qui là sont plus imprévisibles, qui ont dû être faites, par exemple, un changement de bâche sur un terrain, les réparations très très onéreuses sur les pièces d'un ascenseur. Nous avons aussi procédé à l'achat de matériel dans les écoles à la demande des enseignants, ou encore optimisé des réseaux informatiques dans les écoles et dans l'école de musique. J'en profite aussi pour rappeler ce que nous savons déjà tous, c'est que le budget primitif a été voté en suréquilibre. De fait, il n'y a pas lieu d'équilibrer les dépenses par une nouvelle recette d'investissement, et après le vote de l'ADM, le suréquilibre de la section d'investissement se portera donc à 20 381 655 € et 93 centimes. C'est très précis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas d'intervention particulière. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. La parole est à Patrick Blanc pour la cession d'un bien immobilier.
Oui, bonsoir à tous. Cette délibération a pour but d'autoriser Madame le maire à signer les actes de vente d'une parcelle 6-20 rue Georges Mandel, occupée par Monsieur Philippe Pacifici, qui est un agent municipal et qui en est locataire. Cette parcelle est à 817 mètres carrés de surface pour 98 mètres carrés de surface bâtie utile. Le prix fixé par les Domel est de 201 000 €. Voilà. Merci Monsieur Blanc. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Je mets donc la délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Je passe la parole à Madame César Brunet. Alors, ça aussi c'est classique. L'attribution du marché d'assurance, dommages aux biens et risques annexes. Donc notre marché d'assurance arrivant à échéance le 31 décembre, la ville a donc lancé une procédure d'appel d'offres en intégrant le CCAS. Nous avions donc voté cette modalité il y a quelques conseils municipaux de cela. Donc la ville a confié l'analyse technique des offres au cabinet spécialisé Protectas et ses conclusions ont donc été présentées en commission. Cette dernière, après analyse des critères, propose de retenir la SMACL et soumet sa préconisation au vote du conseil municipal. Un élément important, et nous en sommes très contents, c'est une très bonne chose, le montant de la cotisation est en baisse de 35% pour la ville pour l'année 2017 et les franchises aussi ont pu être renégociées à la baisse. Merci. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix, somme toute effectivement très classique. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. C'est peut-être pas la plus joyeuse, mais il faut le faire. La création d'un ossuaire municipal. La parole est à Monsieur Pierre Laborde. Bien, la loi fait obligation aux communes de conserver de façon perpétuelle les restes des corps inhumés, soit dans le champ commun, soit dans des sépultures qui ont été abandonnées, qui sont réputées abandonnées, et dont la vérification a été faite. Bon, l'ossuaire actuel va être bientôt complet. Nous vous proposons d'en ouvrir un second dans un caveau qui appartient à la commune et qui est situé dans ce qu'on appelle l'ancien cimetière. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Je vais parler de l'école du Bourg. Je vais parler de l'école du Bourg puisque vous savez, je vais refaire un petit historique peut-être pour présenter cette délibération. Vous savez que en investissement, nous avons pris la décision de venir travailler de manière tout à fait pérenne et durable sur cette école du Bourg, dont le bâti commence à être particulièrement ancien. C'est ce que nous avions effectivement annoncé aux différentes personnes qui y travaillent. Et donc, pour cela, nous avons, pendant un an, travaillé avec une programmiste qui nous a aidés, qui a donc rencontré les enseignants, qui a rencontré les parents d'élèves, qui a rencontré les animateurs, qui a rencontré les élus, enfin bref, toutes les personnes, effectivement, qui gravitent autour de l'école, avec laquelle j'ai bien évidemment beaucoup discuté pour pouvoir travailler sur le projet politique que nous avions autour de cette école. Il s'agit de faire un beau bâtiment, ça c'est clair, mais derrière, nous avions effectivement un certain nombre d'exigences par rapport à l'évolution de la pédagogie. On est au XXIe siècle. La pédagogie n'est pas forcément toujours la même aujourd'hui que ne serait-ce simplement il y a 30 ou 40 ans. Et c'est vrai que dans les demandes de l'éducation nationale, il y a dans les heures de cours qui sont dispensées aux élèves, ce que l'on appelle la pédagogie frontale, c'est facile, c'est l'instit devant la classe, mais qui existe toujours, mais qui se fait de moins en moins, et on demande de plus en plus de faire des travaux par groupe, c'est-à-dire du travail par projet. Et alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le bâtiment, mais mine de rien, pour pouvoir faciliter ce travail pédagogique-là, ben, il est nécessaire de penser les salles en fonction des différents types de pédagogie qui peuvent être effectués pendant l'année, d'autant plus que au XXIe siècle, on a besoin d'un support, le support numérique. J'ai bien dit un support, j'ai pas dit un objet d'enseignement, mais un support effectivement en ce qui concerne l'école primaire. L'autre objectif que nous avions, c'est que je rappelle que dans une école,
ben on va à l'école avec les instituteurs et les institutrices, assez normal, mais que l'école est ouverte, et encore je ne parle même pas des associations qui l'occupent parfois le soir, mais que pour les enfants, l'école est ouverte de 7h à 19h. L'amplitude horaire est grande, et c'est rare, vaut mieux pas d'ailleurs qu'un enfant il reste 12 heures. Parfois ça arrive, mais heureusement pour l'enfant c'est rare. Mais ben, parfois on passe plus de temps dans le temps périscolaire que dans le temps scolaire. Et donc il faut effectivement que quand on conçoit l'école, on pense à ces deux temps, également à ce temps périscolaire. Et puis un des troisièmes objectifs que nous avions sur ce bâtiment, on est au XXIe siècle et il est évident qu'en ce qui concerne la consommation énergétique, en ce qui concerne les bonnes normes de fabrication, on a eu un niveau d'exigence qui était relativement élevé. Donc, la programmiste a travaillé avec tout cela, et avec tout cela a déterminé ce que l'on appelle un programme. Alors, un programme, c'est pas un dessin d'architecte. Un programme, c'est arriver à déterminer le nombre de salles de classe, ça c'est pas le plus dur, mais les différentes superficies qu'il va falloir donner pour le temps scolaire, pour le temps périscolaire, et où est-ce qu'il serait intéressant de pouvoir les positionner les unes par rapport aux autres, bah, sachant que, par exemple, si on a besoin de travailler avec des livres dans une bibliothèque pendant le temps scolaire, on ne va pas avoir une bibliothèque spéciale temps scolaire et une bibliothèque spéciale temps périscolaire. Voilà. Bien évidemment, ce sont des choses que l'on mutualise. Donc, la localisation est importante, surtout que bah, l'école primaire, c'est là où on donne le goût de lire. C'est vraiment l'objectif et le plaisir que l'on peut vraiment y prendre pendant ces 5 ans. Donc, il faut aussi que ce soit un environnement agréable, etc., etc. Donc une fois que ce programme a été fait, nous avons lancé ce que l'on appelle une procédure de concours. Alors une procédure de concours avec un jury ad hoc composé d'élus et d'experts, et je remercie d'ailleurs tout le monde d'y avoir participé. Et donc voilà, on annonce qu'il va y avoir un travail sur l'école du Bourg, et il y a beaucoup, je confirme, donc beaucoup de personnes dans ce cas-là qui se présentent, mais qui ne nous font pas encore des esquisses, car on n'en est pas encore là, mais qui vont nous présenter des projets un peu similaires, donc en gros sur les écoles, puisque là c'est ce qui nous intéressait, un petit peu similaires, et on va donc il y en avait pas loin de 80, je crois que c'était 79 si ma mémoire est bonne, parmi ces 79 propositions, on a retenu 3 candidats. Ces 3 candidats, on leur a envoyé le cahier des charges, et donc le cahier des charges réalisé avec la programmiste, où là, à ces 3 candidats, on leur a demandé de nous envoyer des esquisses et un chiffrage. Bien évidemment, parce qu'on avait mis un plafond. La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, on était à peu près sur 3,1 millions hors taxes. C'est pas l'autorisation de programme total qui est de 5 millions d'euros. Mais c'est uniquement cette partie de travaux et hors taxes. Donc c'est comme ça que l'on discute effectivement avec ces corps-là. Et donc on a eu 3 propositions. Le jury a fait un classement. Et à l'issue de ce classement, ben, j'ai rencontré celui qui a eu la première place à ce classement. Et la délibération qui vous est proposée aujourd'hui, ben, c'est la suite de ce concours, c'est donc d'attribuer la maîtrise d'œuvre de l'école du Bourg à l'équipe Tesser-Touton SARL, qui est donc arrivée en tête. Et ben, je trouvais logique quand même de commencer à vous présenter un visuel. Alors sachant que ben, ce visuel a bien sûr été présenté aux membres du jury du concours, que pour l'instant je n'ai absolument pas pu, parce que je n'en avais pas le droit, le présenter à l'école du Bourg, eh bien parce que je ne peux pas présenter quelque chose que le conseil municipal n'a pas décidé. Voilà, ça paraît quand même assez logique, et que parmi les différentes demandes que j'ai pu faire à l'équipe, parce que forcément le jury avait un certain nombre de questions que j'ai retranscrites, il y a aussi cet aller-retour qu'il doit y avoir avec les gens qui travaillent à l'école du Bourg, et il y aura donc une réunion qui va être programmée immédiatement après les vacances de la Toussaint, pour pouvoir entrer un petit peu plus dans les détails. Donc je vais vous montrer rapidement deux visuels. Donc là vous voyez l'intérieur de la cour. Vous voyez l'intérieur, si tu peux juste revenir à la façade peut-être, voilà, merci. Donc là c'est la façade comme si vous étiez effectivement sur le devant au niveau de la poste en fait, voilà. Donc c'est la façade.
Vous voyez à l'extrémité, vous reconnaissez l'école de musique qui jouxte bien évidemment l'école, la salle polyvalente qui reste. Et puis on a donc un bâtiment ici au rez-de-chaussée avec également un étage, avec des matériaux qui rappellent quand même un petit peu l'ensemble. Je précise que le matériau que vous voyez au premier étage n'est pas du bois. Et donc avec des classes au rez-de-chaussée et au premier, l'entrée donc se faisant là où l'entrée se fait aussi à l'heure actuelle, et où on a été attentif au positionnement du bureau de la directrice, du bureau du RASED également qui est sur place, etc., etc. La partie que vous voyez ici, la plus à gauche, la plus à l'est en fait, c'est une sorte de petit jardin de lecture, parce que c'est toute la partie bibliothèque, avec donc une partie intérieure bien sûr pour l'hiver, mais aussi une petite partie extérieure, tout ça pour parler de ce plaisir de lire que je mentionnais tout à l'heure. Peut-être l'esquisse suivante qui va nous monter donc l'autre côté, la partie sud, donc en fait comme si on était devant là, ce petit parking de la mairie. Non, alors la vue elle est prise plutôt au niveau de derrière le parking de la maison du patrimoine. Et vous voyez au fond derrière effectivement ce qui va correspondre à la mairie. Et donc là, on a effectivement la cour. Donc là, vous avez dodo sur votre gauche le bâtiment avec les classes que nous avons vues tout à l'heure. Au fond, la salle de restauration avec le préau qui continue et la cour. Que nous soyons très clairs, il y a une procédure de concours qui est très cadrée, j'ai envie de dire, juridiquement parlant. C'est-à-dire que il n'y a pas de grande transformation entre l'esquisse qui est présentée au concours et la réalisation finale. Parce que c'est un concours et c'est la procédure tout à fait normale. Pour autant, le jury avait posé un certain nombre de questions. Je vous donne un exemple parmi d'autres, je ne vais pas effectivement toutes les reprendre, mais vous voyez le préau qui est ici. En fait, la vue, elle est prise comme si j'étais positionnée côté ouest. Et on sait que les vents dominants viennent de l'ouest, ça c'est pas trop compliqué, à suivre. Et donc, on a demandé qu'ils fassent un certain nombre d'aménagements pour, par exemple, protéger les enfants qui sont sous le préau des vents dominants, parce qu'on a déjà eu des expériences, donc on sait qu'effectivement, il faut être attentif à ce genre de choses. Dans les questions qui ont été posées, on a parlé également de la circulation des enfants. Pour pouvoir se rendre d'un pôle à l'autre, notamment par exemple à la restauration. Est-ce qu'on peut faire ça bien à l'abri, et donc en agrandissant par exemple un petit peu je vais appeler ça la casquette, je ne sais pas si c'est bien le mot, mais au moins comme ça tout le monde comprendra. Vous voyez qui mène effectivement du bâtiment jusqu'à la restauration. Il y avait des questions qui avaient été posées aussi par rapport à des matériaux utilisés et des négociations de prix qui étaient possibles. J'ai donc effectivement tout retranscrit à Tesser et Touton, qui, je dois dire, la rencontre s'est plutôt bien passée, de bonne volonté de part et d'autre. Donc la délibération qui vous est proposée est d'attribuer officiellement la maîtrise d'œuvre à l'équipe Tesser et Touton. Voilà ce que je voulais dire en présentation, peut-être un peu rapide, mais vous vous doutez bien que ça fait partie des gros projets et qu'on en reparlera bien évidemment sur cette maîtrise d'œuvre sur l'école du Bourg. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole à ce sujet? Monsieur Sibrac, je vous écoute. Bien, sur ce dossier de l'école du Bourg, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir associé notre équipe lors du jury de concours. Et de ce point de vue-là, je voulais vous demander si, dans le prolongement de ce projet, il est possible d'associer quelqu'un de notre groupe sur les différentes réunions préparatoires qu'il y aura sur ce projet. Donc ça, c'est une demande que nous souhaitions vous faire. Deuxième remarque et question notamment sur la question des élèves et de l'école du Bourg pendant les travaux. Donc vous avez abordé deux scénarios, si j'ai bien compris, soit possibilité de transférer les élèves et l'école dans les locaux du CESI si le CESI est parti, soit des travaux qui seraient plus longs, si j'ai bien compris, et les élèves dans ce cas-là resteraient à l'école du Bourg. Donc
est-ce que vous pouvez nous indiquer où en est le sujet du saisie, s'il vous plaît? Troisième question, excusez-moi, mais ce dossier en engendre plusieurs. Alors je reviens sur la question des locaux du saisie. Si dans 2 ans, l'école du Bourg, ce que nous souhaitons, est terminée, avez-vous des projets sur ce bien immobilier qui appartient à la mairie? Et puis, dernière chose, je reviens sur la question de la passerelle, puisque la passerelle est donc dans les locaux de l'école du Bourg actuellement. Vous nous avez indiqué à plusieurs reprises avoir des projets, mais ne pouvant pas nous indiquer pour l'instant où ça en était. Avant l'été, vous ne pouviez pas nous le dire. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Je vous remercie. Merci à vous. Peut-être s'il y a d'autres demandes d'intervention que je puisse faire un petit lot. Pas de demande d'intervention particulière. Alors, je reprends les questions qui ont été posées. Associer le groupe aux autres réunions, pas de problème. Voilà, comme ça c'est ça pose pas de soucis. Il y a effectivement 2 solutions quand on refait une école. Soit, et la programmiste avait effectivement regardé les deux, soit on laisse les enfants dedans, alors avec des algécos, ça bouge, etc., etc. La durée des travaux, dans ce cas-là, c'est 4 ans. Et puis, il faut vivre les 4 ans de scolarité pendant... Voilà, c'est pas une situation tout à fait efficace là-dessus. Et la deuxième solution, c'est effectivement de pouvoir les mettre ailleurs. Donc, moi, je reste sur la question du saisie. Hein, j'ai absolument pas changé d'avis pour, honnêtement, une en ce qui concerne les enseignants, les animateurs, puis on va peut-être penser aux enfants aussi. Hein, il n'y a pas que les adultes. On reste tout à fait sur la question du saisie. À l'heure actuelle, je n'ai pas de nouvelles du saisie me disant qu'il souhaitait rajouter du temps sur une année scolaire supplémentaire pour pouvoir rester. On avait déjà parlé de cette situation effectivement en juin dernier, en disant qu'effectivement, il y a un bail qui s'arrête. Alors je vais être honnête, s'il faut 2 semaines de plus, enfin voilà, c'est absolument pas le bout du monde. J'ai pas eu de contact avec le directeur de l'école du saisie depuis le conseil du 27 juin dernier. Donc on reste tout à fait sur cette question du saisie. Alors vous savez, il y a ce qu'on sait, puis il y a la rumeur où effectivement les élèves, les étudiants, c'est pas tous élèves, et de loin, commencent effectivement à être prévenus que il va y avoir un déménagement durant l'année. Donc là-dessus, on reste là. Dans 2 ans, l'école du Bourg ne sera pas finie. C'est bien prévu en septembre 2019. Donc voilà, il faut effectivement rallonger un petit peu, puisque dans le planning, le début des travaux à l'école du Bourg sera à la rentrée 2017. Donc c'est là, effectivement, où les enfants déménageront sur le Morbihan. 2 ans de travaux, ça nous amène à une rentrée scolaire 2019. Donc 2019, c'est pas très très loin, mais c'est pas non plus demain. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de réussir le mieux possible le déménagement de l'école du Bourg sur le saisie pour que les 2 ans d'enseignement qui vont s'y dérouler se fassent dans les meilleures conditions possibles. Voilà, moi c'est ça qui me paraît absolument essentiel. Ce qui va quand même un petit peu effectivement nous laisser le temps de ce qu'il va y avoir derrière. Côté passerelle, je vais y aller demain, puisque vous savez qu'il y a les 10 ans, il y a une manifestation demain à midi, et je vais aller leur annoncer une bonne nouvelle. Parce que oui, on va effectivement... de toute façon, je leur avais promis que... puis ça me paraissait tellement évident que côté déménagement de la passerelle, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais peut-être faire la primeur à eux, mais je vais... Si vous êtes là demain, bien évidemment, Monsieur Sibrac, je vous le dirai. On est sur j'ai réussi à trouver un lieu qui appartient à Bordeaux Métropole, qui est sur la commune, qui est au centre-ville, et qui va pouvoir accueillir la passerelle, parce qu'il me paraissait absolument nécessaire. Je l'avais dit à l'Assemblée générale de cette association, qu'elle reste dans ce secteur. Sinon, pour des questions de déplacement, des bénéficiaires, des uns et des autres, c'est quelque chose qui reste relativement compliqué. Je n'annonce que ce dont je suis sûr à 99%. Il y a toujours un petit pourcent d'incertitude. Si je ne voulais pas le dévoiler avant, c'est parce que je n'avais pas la réponse de Bordeaux Métropole quant à ma demande.
Je ne l'avais pas avant. Maintenant, je l'ai. Voilà. Donc c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention à ce sujet? Oh, pardon. Je vous en prie, monsieur Sibrec. Je reviens sur l'éventualité de l'école du bourg transférée au CESI. Est-ce que vous avez chiffré les coûts que représenterait la mise? Je suppose qu'il y a pas mal de mises aux normes pour passer de l'école du bourg à l'école du CESI. Voilà, c'était ma question là-dessus que j'avais oublié de vous poser. Je vous remercie. Et si j'ai bien compris, on n'aura que demain donc le lieu véritable. Il faut avoir une patience, encore une nuit. Écoutez, vous avez tenu jusque-là, vous tiendrez une nuit de plus. Je suis impatient, madame la maire. Je trouve logique de parler aux gens qui sont concernés en premier. Voilà, ça me paraît tout à fait normal. Pour répondre à votre question sur le chiffrage, oui, il y a des mises aux normes, mais elles ne sont pas si énormes que ça. Elles ne sont pas si énormes que ça parce que le CESI est un bâtiment d'enseignement. Alors, si on avait dû y délocaliser une maternelle, oui, là, on aurait des problèmes d'ajustement de taille qui nous auraient posé des soucis, mais sur tout ce qui va être lieu d'enseignement et périscolaire, il n'y a pas de mise aux normes, particulière. La seule réelle mise aux normes qui va être faite, ça va être sur la côté restauration. Vous savez que nous recevons de la cuisine centrale de Blanquefort les repas qui sont donc réchauffés. Et là, effectivement, il y a quelque chose à mettre en œuvre pour que cela puisse être fait, plus bien évidemment clôturer l'ensemble pour que la cour de récréation soit véritablement définie. On est le 26, ça doit être il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Les services techniques ont envoyé des demandes de devis pour le chiffrage de ce qui concerne la restauration, puisque c'est ça qui sera le plus important. J'ai pas encore le retour, donc je peux pas encore vous donner le chiffrage aujourd'hui. Il y a une chose que je sais, c'est que quand la programmiste avait donné les 2 solutions, il y a une chose qu'elle avait chiffrée dans son travail, c'était le coût donc de travaux sur 4 ans et puis donc de déplacement en interne. J'ai plus le chiffre exact en tête. Alors c'est une fourchette, mais elle est quand même assez grosse pour que tout le monde reste assis. On était aux alentours de quelque chose comme au moins 800 000 euros. Je me tourne vers mon directeur général des services et ma directrice financière, qui ont l'air d'accord. Donc voilà, on était à peu près sur cette fourchette-là. Donc le fait de garder les élèves dedans aurait coûté, en plus des travaux tout à fait logiques, 800 000 euros. J'ai pas le chiffrage sur le déplacement du CESI, mais on sera très en dessous. Voilà, ça c'est, vu les travaux de mise aux normes qu'il y a à faire, ça c'est une évidence. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation, abstention. Vote contre. Vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. La parole est à Patrick Blanc pour l'acquisition de la parcelle CO31. Oui, cette délibération a pour but de demander à Bordeaux Métropole la préemption de la parcelle CO31 qui se trouve à Cachac, à l'angle de la rue de Bigorre et de la rue Edmond Blanc, pour une superficie de 311 mètres carrés, évaluée à 78 000 euros par le service des domaines. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention. Vote contre. D'accord. Et là, j'en suis au vote pour. Voilà, vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Je repasse la parole à Madame César Brunet. C'est pour l'adhésion à l'association Les Incorruptibles. Tout un programme. Pour revenir au plaisir de la lecture, qui tient beaucoup à cœur à Madame le maire, mais pas qu'à elle, la ville propose donc l'adhésion à l'association Les Incorruptibles, qui a pour objectif de développer l'appétence de nos jeunes générations à partir de la maternelle à la lecture. Le but est de proposer un travail partenarial avec les écoles déjà adhérentes dans la ville, en intégrant les services de la ville associés à cette ambition, qui sont donc particulièrement l'animation et la médiathèque. Cette association, qui est donc agréée par l'Éducation nationale, propose entre autres un prix littéraire auquel participent plus de 400 000 jeunes par an. Et d'autres animations pourront être déclinées, que nous trouvons particulièrement intéressantes, telles que des outils de lecture, des jeux, un forum,
mais aussi des correspondances et des rencontres avec les auteurs et même la possibilité de créer une œuvre. Et tout ça pour la modique somme de 27 €. C'est vrai que c'est pas cher. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je voudrais juste souligner effectivement tout l'intérêt qu'il y a. Vous voyez, les enseignants avec côté école, il y en avait qui avaient déjà adhéré à l'association. Et donc, ça permet de faire un lien entre ce qui se fait dans le temps scolaire et ce qui se fait dans le temps périscolaire. Et ça me paraît tout à fait intéressant. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, c'est un renouvellement. On parle également de lecture, mais c'est vrai que le travail qui est fait à coup de pouce sur l'école du Bourg est essentiel. Madame César-Brunet. Madame le maire a presque tout dit, mais encore de nouveau valoriser le travail partenarial qui est proposé donc en dehors des temps d'enseignement. Donc cette délibération qui est classique propose donc le renouvellement de la convention avec l'association. Ce dispositif, pour le rappeler, mais je ne sais même pas s'il en est besoin, permet donc d'accompagner sur des ateliers des enfants en classe de CP sur préconisation des enseignants, mais il y a un point important, avec le plein partage et le plein accord des parents. Ça veut dire que les parents sont absolument associés à la démarche. Donc l'évaluation annuelle qui est faite confirme une fois de plus que ça fonctionne bien. Que ça fonctionne bien à tous les niveaux, que ce soit au niveau des agents de la ville qui y participent, des enfants bien sûr qui ont droit à la parole dans cette synthèse, et aussi donc des équipes enseignantes. Et donc je ne peux que dire que la ville a à cœur de nouveau de participer au financement, entre autres, de ce projet qui est donc mené en partenariat avec les équipes enseignantes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Madame Thureau. Je vais faire la même intervention que l'année dernière, mais parce que disons que ça me tient à cœur puisque je participe donc à cette en tant que spectatrice et en tant qu'élue à ce programme, et j'ai vraiment toujours à cœur. Alors au début de l'année, je vois ces petits bouts de chou et puis et les parents qui sont un petit peu inquiets dans leur regard et tout, ils savent pas trop comment ça va se passer, et puis à la fin de l'année, je vois des enfants épanouis et des parents heureux, et voilà, donc c'est une très très belle initiative, et je me répète, et je sais que la mairie n'y peut rien, mais j'aimerais que ça soit tellement développé dans les autres écoles de Blanquefort, voilà. Mais c'est vraiment un grand bonheur, il n'y a que 4-5 enfants, mais vraiment de voir le début et la fin, et de voir l'épanouissement et le sourire de ces enfants en fin d'année, c'est vraiment un pur bonheur. Voilà. Vous avez raison, quand il y a des moments de bonheur, il faut le dire. Madame César-Brunet. Oui, merci Patricia. Mais seulement pour ajouter que par rapport au nombre d'enfants, on refera, je pense, aussi la même réponse apportée la dernière fois. Ça serait donc de dire que le nombre, il n'est pas clos. Enfin, il n'y a pas une intention de limiter un nombre restreint ou une seule école. Mais pour que ce projet fonctionne, il faut que tout le monde y participe pleinement. Et donc, il faut pour cela mobiliser beaucoup d'acteurs, et qu'il n'y a pas de demande encore sur d'autres écoles, mais rien n'est fermé, et pourquoi pas si des besoins se faisaient sentir et des demandes étaient faites. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention à ce sujet? Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, qui est un tout petit peu de technique, mais que M. Swerzinski va bien nous expliquer, c'est la révision de la participation financière des familles, des établissements et services d'accueil, bref, pour les jeunes enfants, et c'est à la demande de la CAF. Pas du tout technique. Donc, bonsoir messieurs, dames. Donc voilà, comme disait Madame le maire, c'est une délibération pour la révision de la participation financière des familles. Donc nous sommes liés par une convention à la Caisse nationale de l'allocation familiale. Celle-ci vient de réviser ces normes, et donc nous devons passer une délibération pour continuer de percevoir la prestation de service unique et nous mettre en conformité avec ces nouvelles normes. Donc voilà, il vous est demandé d'appliquer les nouvelles normes de participation des familles présentées par la CAF.
Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la revalorisation salariale des agents en contrat aidé. Madame César-Brunet. Donc nous avons donc des agents qui sont donc en contrat aidé et chaque année nous proposons donc une revalorisation de ces mêmes agents en contrat aidé au titre que ces agents participent de la même manière que ceux qui seraient dans un statut tout différent à la bonne gestion et au bien vivre dans Blanquefort. Donc pour cela, nous proposons donc deux sommes différentes. Une somme qui sera proposée donc versée maintenant en une seule fois au mois de novembre pour les personnes qui sont détenteurs d'un contrat de plus de 30 heures ou de moins de 30 heures. Et nous vous proposons de bien vouloir approuver cette proposition. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention à ce sujet? Pas particulièrement. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation, abstention? Vote contre? Vote pour? Je vous remercie. Dernière délibération à l'ordre du jour, c'est le grand classique de la modification du tableau des effectifs. Donc pleinement pour permettre le déroulement des carrières des agents, il est nécessaire de créer dans le tableau des effectifs un grade qui correspond à celui qu'a obtenu l'agent. Donc pour cela, nous devons donc en créer deux. Et de créer donc un poste d'ATSEM principal, ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, et un poste de rédacteur principal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières à ce sujet? Je mets donc cette délibération en voix. Non-participation, abstention, vote contre, vote pour. Je vous remercie. L'ordre du jour de ce conseil municipal étant épuisé, je vous remercie de votre participation et vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Nous nous revoyons au mois de novembre. Merci.